On nous distribuait, imprimait et à domicile tous les rapports, les projets d'avis et des décrets que nous devions discuter. Il était l'objet l'université, par exemple, qui a subi peut-être 20 rédactions d'autres languissaient longtemps dans les cartons ou finissaient même par disparaître tout à fait sans qu'il en fût donné aucun motif. Au retour de ma mission en Hollande et tout nouvellement membre du Conseil d'État spécialement attaché à la marine, dans tout le feu de mon premier zèle et forte observation en Hollande, j'ai pris la parole sur la conscription, laquelle s'est discutée en cet instant. J'ai demandé qu'il fût permis à tous les conscrits hollandais, vu leur sympathie naturelle, de choisir le service de la marine. J'ai demandé encore que dans toute la conscription française, il fût loisible à chacun de faire le même choix. Je faisais ressortir les inconvénients qu'ont évité par là les grands avantages qu'on s'est procurés. On ne pouvait, disais-je, trop multiplier nos marins, nos équipages de oiseaux étaient des vrais régiments. Les mêmes hommes étaient donc tout à la fois matelots et soldats, canonniers, pontonniers, avec la même solde. On obtenait du service. L'étude allait fort bien jusque-là. Je me félicitais intérieurement. Je touchais à ma conclusion quand le mot eut le malheur de me manquer. L'absence éteignit bientôt jusque l'idée. Me voilà, oui, interdit, sans plus savoir ni ce que je voulais ne me jeter. J'ai parlé là, pour la première fois, j'avais fait une entreprise extraordinaire que de surmonter ma timidité naturelle. Un silence profond régnait autour de moi, une multitude de majesté. J'ai cru que j'allais devenir. Il ne me resta plus qu'à avouer ma souffrance, à dire à l'empereur que je préférais bien davantage de me trouver à une bataille qu'à lui demander enfin la permission d'achever par la lecture de quelques lignes écrites. Mais à partir de là, il ne m'est jamais venu l'envie de prendre la parole de nouveau. J'en ai été guéri peu toujours. Mon éloquence ne s'est jamais répétée. Toutefois, et malgré ma mésaventure, peu de paroles avaient été recueillies par l'empereur, car à quelques jours de là, les décomptes de service du comte Bertrand m'a dit que Sa Majesté jouant au billard, en voyant entrer le ministre de la Marine, avait apostrophé sur le sujet, lui disant: Eh bien, Las Casas nous allons au conseil une très bonne mémoire sur la composition des matelots. Il est loin d'être de votre avis sur l'âge que vous voulez Dieu. Il n'y avait pas de séance présidée par l'empereur qui ne fût de plus grand intérêt parce qu'il y parlait toujours et que tout ce qu'il disait était extrêmement remarquable. J'en sortais toujours enthousiasmé, mais ce qui me surprenait fort et m'indignait beaucoup, c'était d'entendre le soir répéter dans les salons quelques-unes de ces choses, mais toujours très disfigurées et en général très malveillant. Tout pouvait naître une si singulière circonstance, et de ce l'infidélité dans celui qui avait entendu, et de ce méchanceté chez celui qui on l'avait dit.
Toutefois, la chose était ainsi. J'ai plus d'une fois l'envie, dans le temps, d'écrire ce dont je vais être le témoin et j'ai beaucoup regretté depuis de ne l'avoir pas fait. Je vais transcrire ici quelques souvenirs et peurs qui reviendront à ma mémoire. Un jour, un peu parlant des droits politiques à accorder à des étrangers d'origine française disait le plus beau titre sur la terre est d'être né français. C'est un titre dispensé par la ciel qui ne devrait être donné à personne sur la terre de pouvoir retirer. Pour moi, je voudrais qu'un Français d'origine, fut-il à cette 10e génération d'étrangers, se trouva encore français s'il le réclamait. Je voudrais ici se présenter sur l'autre rive du Rhin, disons, je veux être français, que sa voix fut plus forte que la loi, que les barrières s'abaissèrent devant lui et qu'il rentra triomphant au sein de la mère commune. Une autre fois, il disait au sujet de je ne sais quoi, l'assemblée constituante fut bien gauche d'abolir jusqu'à la noblesse purement titulaire et qui humilia beaucoup de monde. Moi, j'ai fait mieux, je n'oublie toutes les Français. Chacun peut être fier. Une autre fois, je l'ai peut-être déjà cité ailleurs, il disait « Je veux lever la gloire de nos Français si haut qu'ils deviennent l'envie des nations. Je veux un jour, Dieu aidant, qu'un Français voyageant en Europe croit se trouver toujours chez lui. » Enfin, une autre fois encore est au sujet d'un projet de décret dont je ne me rappelle pas quel a été le résultat, mais qui avait pour objet de déterminer que les rois de la famille impériale occupant des trônes étrangères laisseraient leur titre et leur étiquette de roi à la frontière pour ne les reprendre qu'en sortant, en répondant à quelques objections et exposant les motifs dits. Du reste, je leur réserve en France un bien plus beau titre encore. Ils y seront plus que rois, ils seront princes français. Je pourrais multiplier à l'infini une foule de citations pareilles. Elles doivent être demeurées dans le souvenir de tous les membres du Conseil comme dans les miens. À présent, l'on s'étonnera peut-être qu'ayant vu si souvent l'empereur qu'en ayant étendu de telles paroles, j'ai dit que je ne le connaissais pas encore quand je me suis déterminée à la suivre. Ma réponse est que dans le temps dont je parle, je vais à son sujet encore plus d'admiration et d'enthousiasme que de véritables convictions. Nous étions assis dans le palais même, des temps les bruits absurdes sous sa personne et son petit intérieur. Nous avions si peu de communication directe avec lui qu'à force d'avoir entendu répéter la même chose, il me restait peut-être, en dépit de moi-même, une espèce de défiance et de doute. On nous le disait si dissimulé, si astucieux, si rusé, qu'il était possible, après tout qu'il prononça en public aussi magnifiques paroles dans quelques vues particulières et sans les sentir aucunement. Ils ont étant qui pensant si mal et s'exprimant si bien. Aussi ce n'est qu'ici, et depuis que j'ai appris à la connaître à fond, que je sais combien il était là réellement et naturellement lui-même, je mets peut-être sur la terre, nul n'aima la France et son lustre comme lui. Il n'est pas de sacrifice que lui eût coûté pour elle. Il a prouvé à Châtillon, il a prouvé au retour de Waterloo, et il l'exprimait
énergie comme un con sur son roc. Il me disait ces paroles mémorables que j'ai déjà citées. Non, mes véritables souffrances ne sont point ici. Mais voici d'autres sujets. Les uns plaisants, d'autres plus graves. Un jour, le conseiller d'État général Gassendi, se trouvant prendre part à la discussion du moment, s'y appuyait de la doctrine des économistes. L'empereur, qu'il aimait beaucoup à titre d'ancien camarade de l'artillerie, l'arrêtant, lui dit « Mais mon cher, qui vous a rendu si savant? Où avez-vous pris de tels principes? Qu'ils ont dit qu'il parlait rarement, après s'être défendu de son milieu, se trouvant dans ses derniers retranchements, répondit qu'après tout c'était de lui, Napoléon qui avait pris cette opinion. Comment? S'écria l'empereur avec chaleur. Qui dites-vous là? Est-ce bien possible? Comment? De moi qui a toujours pensé que s'il existait une monarchie tyrannique, il suffirait des idéalités des économistes pour la réduire en poudre. Et après quelques autres développements, partie ironique, partie sérieux, il conclut « Allons, mon cher, vous vous serez endormi dans vos bureau et vous y aurez rêvé tout cela. Qu'ils ont dit qu'il se fâchait aisément, lui riposta. Oh, pour nous endormir dans nos bureaux, si c'est une autre affaire, j'en défierai bien avec vous. Vous nous y tourmentez trop plus, cela. Et tous les conseils derrière et l'empereur plus fort que les autres. Une autre fois, on s'occupait d'organiser les provinces ibériennes acquises depuis peu. La partie de ces provinces limitrophes des Turcs avait des régiments croates dont l'organisation était toute particulière. C'était des vraies colonies militaires. Elles avaient été imaginées il y avait plus d'un siècle par les grands princes Eugène pu servir de barrière contre les incursions et le brigandage des Turcs et avaient toujours depuis fort bien rempli leur destination. La commission chargée de ce travail proposait la dissolution de ces régiments côtes et les remplacer par une garde nationale. Ah, l'instar de la nôtre. Est-on fou? S'écria l'empereur à ses lecteurs. Les crottes sont-ils des Français? Et a-t-on bien compris l'excellence de l'institution, son utilité, son importance? Si répondit à lui qui se trouvait dans l'obligation de défendre les rapports, les Turcs n'oserions pas aujourd'hui recommencer leur excès. Et pourquoi cela? Sire, parce que votre majesté est devenu leur voisin. Eh bien, sire, ils auraient trop de respect pour votre puissance. Hein? Oui, sire, reprit vertement l'empereur des compliments. À présent, eh bien, monsieur, aïe. Les portez aux Turcs qui vous répondront par les coups de fusil et vous viendrez m'en donner des nouvelles. Et il prononça de cet instant que les régiments côtes seraient conservés. Ou jure, on nous proposa un projet de décret touchant les ambassadeurs. Ce projet était fort remarquable. Je ne pense pas qu'on ait eu connaissance dans le monde. La froideur de conseil à ce sujet le fit disparaître ainsi que beaucoup d'autres qui ont éprouvé la même sort. Ce qui peut le dire en passant donne une preuve de plus d'une certaine indépendance dans le conseil et montre dans l'empereur plus de modération qu'on ne lui en croyait.